Odeurs, couleurs, paysages, langues, ethnies, religions, l'Inde est un pays aux multiples facettes. La capitale, New Delhi, donne le pouls de cette gigantesque démocratie parlementaire dont la population devrait bientôt dépasser celle de la Chine. Une république fédérale avec 15 langues officielles, 25 États et 7 territoires. Mais le nord du pays constitue pourtant une entité remarquable. D'abord, c'est là qu'est implantée Delhi, une ville qui est un défi à la mesure de l'Inde pour qui souhaite la visiter. Dans un tumulte général permanent, les particularités des uns et des autres se fondent. L'Inde est un pays où cohabitent les extrêmes. Ici, des enfants barbotent dans une rivière, tandis que sur la rive, des cadavres sont brûlés sur des bûchers funéraires. Là, des charrettes à bœufs cheminent au bord d'un centre spatial. Ici, un quartier insalubre côtoie un palais de Maharaja. Là, l'odeur du bois de santal se mêle à la puanteur des égouts. Difficile de s'en lasser en tout cas. En permanence, son histoire, ses traditions, sa culture dépassent largement ses limites géographiques. Pour s'en convaincre, il suffit d'évoquer par exemple la lutte de Gandhi pour l'indépendance ou la pratique croissante du yoga à travers le monde. Sa principale richesse, le pays la doit à cette diversité. Rien que son climat embrasse déjà plusieurs zones, du sud tropical jusqu'à la rigueur extrême des montagnes de l'Himalaya. Mais revenons à Delhi. Avec environ 9 millions d'habitants, c'est la 3e plus grande ville du pays, après Calcutta et Bombay. Pour les voyageurs du monde, Delhi est souvent le point de départ. Au détour des ruelles étroites de la vieille ville, se profile déjà un aperçu des réjouissances culinaires, reflet de sa diversité ethnique. Pain chapati, riz et lentilles, le tout pour quelques roupies. Mais attention aux estomacs sensibles. Delhi, c'est l'Inde vivante, le cœur de l'Inde qui bat, celui de la foi, des somptueux édifices de toutes les religions qui s'y côtoient. L'hindouisme prédomine, mais il y a aussi des musulmans, des chrétiens et des sikhs. La mosquée de Jama Masjid est par exemple la plus grande de l'Inde. Édifiée par le roi mongol Shah Jahan, également à l'origine de la construction du Taj Mahal, sa cour peut accueillir 2500 fidèles. Même minoritaires, les sikhs et leurs turbans restent l'une des autres images classiques de l'Inde. Leur religion se veut la parfaite fusion entre le bouddhisme et l'hindouisme. Ils refusent l'idolâtrie, une pratique pourtant traditionnelle dans le pays. Il y a pour cela assez de dieux dans le panthéon indien, comme Ganesh, le dieu à tête d'éléphant. Il balaye tous les obstacles et la pratique courante veut qu'un petit don exauce presque tous les souhaits. Dans ce maelstrom incessant, la fraîcheur et la relaxation sont indispensables. Pour échapper à la chaleur, les habitants du nord du pays montent d'ailleurs l'été vers les pentes de l'Himalaya. Mais pour lutter contre le stress d'une grande métropole comme Delhi, où l'explosion démographique se mesure au premier coup d'œil, difficile de trouver une solution. Ceux venus chercher un peu de bonheur trouvent surtout la saleté, le bruit, l'agitation, la misère, la pollution. Ils pourraient presque en perdre l'envie de rire. Alors, pour combattre ce mal de la modernité, les Indiens ont eu l'idée de mêler thérapie de groupe et pratique ancestrale. À New Delhi, le parc de Lodi, avec ses temples de plus de 500 ans, est un havre de paix, loin du stress de la grande ville. À 5 heures du matin, tout est encore calme. C'est là que se retrouvent les habitants de la capitale pour pratiquer la méditation de groupe. Un centre de thérapie, en quelque sorte, où une nouvelle forme de yoga a fait son apparition. Le yoga du rire. Une thérapie par le rire auto-imposé qui commence par la traditionnelle et inoffensive position du lotus. Fatima vient ici tous les jours. Elle montre aux nouveaux venus les techniques de relaxation. Chaque matin, la séance commence avec les asanas, les exercices lents. Fatima essaye de préparer les patients stressés à sa mise en pratique. Et ceux-ci ne reculent apparemment devant rien. Je m'appelle Fatima et j'ai 17 ans. Le yoga est important dans ma vie. À travers ces différents exercices, les énergies corporelles se libèrent et agissent pendant toute la journée. Ces clubs du rire, qui sont aujourd'hui près de 400, ont pour devise « Rire le matin chasse le chagrin et les soucis ». Si tu ris le matin, tu recevras plein de choses. Et tu seras heureux toute la journée.
Il y a 3 exercices, 3 rires différents à pratiquer. Le premier est quasiment sourd, simplement par à-coups. Le deuxième est... Et le troisième... Avec ou sans éclat de rire, un voyage pour le nord du pays ou pour n'importe où en Inde commence généralement dans une gare. Le pays dispose du plus grand réseau ferroviaire au monde. Voici celle de Delhi, au petit matin. Pendant quelques heures encore, la nuit préserve le calme. Mais la vie reprend bien vite le dessus et les voyageurs le raffermant de la veille. La cohue ne dérange pas les Indiens, à croire que rien d'ailleurs ne peut les perturber. Le légendaire flegme britannique serait-il un héritage colonial ou vice-versa? En tout cas, à voir ce début de journée chaotique sur les quais comme sur les voies, rien ne semble pouvoir les gêner, sauf peut-être la température. Il fait déjà plus de 30 degrés et un rafraîchissement s'impose. Sur les quais, tout empressement serait déplacé. Le temps n'a pas sa place ici. Les horaires précis sont inconnus, inutile de regarder sa montre. Chacun profite de l'attente pour s'occuper, pour manger quelque chose par exemple, voyageurs comme conducteurs. Plus de 11 millions d'Indiens utilisent chaque jour le train, pour leurs déplacements professionnels ou personnels. 13 000 trains, soit près de 400 000 wagons, roulent quotidiennement sur le réseau ferroviaire. Au vu de ce gigantisme, les retards font figure de considération bien accessoire. D'ailleurs, la ponctualité est un concept pour le moins bien éloigné des préoccupations indiennes. Mais une fois à bord d'un train, l'aventure continue. En Inde, les anecdotes les plus incroyables sont légion. La plupart sont souvent véridiques. Mais pourquoi s'étonner? Comme partout, il y a des incidents, des accidents, mais statistiquement pas moins, pas plus que dans n'importe quel pays occidental. En fait, rien ne vaut le train pour voyager en Inde. Il y en a pour tous les styles et toutes les bourses. Les voyageurs en dernière classe devront se contenter d'une couchette aménagée dans le filet à bagages et survivre à un compartiment bondé. Il n'est pas rare de trouver plus de 20 personnes dans un compartiment pour 8, mais au moins la conversation ne saurait manquer. Plus chanceux sont les voyageurs dès la deuxième classe. Le confort est respectable, le service correct et la ventilation assurée par les moyens du bord, c'est-à-dire souvent dans le pays, par les portes et les fenêtres grandes ouvertes. En route pour la fraîcheur himalayenne, le voyageur fera peut-être escale à Jaipur, à seulement 4 heures de Delhi. Et si le calme et la tranquillité n'est pas au rendez-vous pendant le trajet, il permettra au moins de profiter du paysage. Jaipur est la capitale de l'État du Rajasthan, une ville d'1 million d'habitants. Une dimension plutôt réduite comparativement aux autres villes indiennes. Mais si elle est petite par la taille, elle n'en est pas moins grande par sa réputation. Ancienne résidence royale surnommée la Ville Rose, elle regorge de trésors architecturaux. Ainsi, le Palais des Vents est si génialement construit que chaque minuscule courant d'air est capté et renforcé par des centaines de fenêtres et d'ouvertures.
En ville, les éléphants, symboles de l'Inde traditionnelle, sont toujours présents. Mais leur rôle a bien changé. Autrefois utilisés pour abattre des arbres ou construire des routes, ils sont désormais principalement occupés à promener les touristes. À dos d'éléphant, les visiteurs du monde entier se laissent guider, par exemple, à la rencontre de l'un des plus grands ouvrages militaires construits par les anciens Maharajas, le fort de l'Ambre. Et à Jaipur, le visiteur est rarement au bout de ses surprises. Ici, au milieu de la ville, trônent côte à côte sur plusieurs milliers de mètres carrés d'étranges formes. Sculptures postmodernes, débordements artistiques d'un sculpteur inconnu. Non, cet alignement, la capitale du Rajasthan le doit au Maharaja Jai Singh, accessoirement astronome amateur. Il a régné sur le pays et même donné son nom, Jai, à la ville. Cet alignement curieux a pour nom Jantar Mantar, et personne ne le connaît mieux qu'Akhil. Ceci représente l'hémisphère sud. En ce moment, cette partie est dans l'ombre parce que le soleil est encore dans l'hémisphère nord. Jantar Mantar est un observatoire astronomique, l'un des plus grands du monde. Il a été construit il y a plus de 250 ans. Il est 2h09, heure locale. Une heure se décompose en 4 parties égales. Un quart d'heure en 3 parties de 5 minutes chacune. Le segment de 5 minutes est lui aussi découpé par 5 traits symbolisant chaque minute, qui sont elles-mêmes partagées en 3 sections de 20 secondes. Mais le calcul n'est pas tout à fait aussi simple. Il est 2h15. Compte tenu de sa position géographique, à Jaipur, l'heure au soleil est décalée de 29 minutes par rapport à l'heure officielle. Mais Akhil a l'habitude de jongler avec ces données. Après Jaipur, le voyage continue. Vers le nord, vers la fraîcheur. Celle que viennent chercher en été pendant la mousson les habitants de Delhi, assommés par la chaleur et l'humidité. Quand la température grimpe jusqu'à 45 degrés, ceux qui peuvent se le permettre partent respirer l'air frais des montagnes, ne serait-ce que pour le week-end, pour les familles les plus nombreuses. Destination, le Ladakh et les contreforts indiens de l'Himalaya. L'Himachal Pradesh. Le conducteur de train est le plus stressé. Avec l'altitude, leurs machines diesel deviennent haletantes. Le conducteur de réserve, lui, ne s'en fait pas. Il patiente tranquillement en sirotant son thé. Le train arrivera à coup sûr, mais quand? C'est une autre histoire. La ligne relie Kalka à Shimla, 4 fois par jour et jusqu'à 7 fois en haute saison, mais les horaires de départ et d'arrivée sont rarement respectés. Cinq heures plus tard, le voyage prend fin à Shimla, la capitale de l'Himachal Pradesh. L'Himachal Pradesh, c'est l'Himalaya indien tout au nord du sous-continent. Un État qui compte 4 millions d'habitants et dont la capitale était du temps de l'Empire britannique, la résidence d'été des Anglais. C'est d'ailleurs ces derniers qui l'érigèrent à partir de 1819 au rang de capitale d'été. Avec seulement 123 000 habitants, Shimla fait pourtant figure de village en Inde. Mais les bâtiments coloniaux, et notamment le palais du vice-roi, sont là pour rappeler ce glorieux passé. Mais la découverte de l'Inde du Nord ne s'arrête pas là. Prochaine étape, le Ladakh, dans le nord-est de l'Himachal Pradesh. Compte tenu de sa proximité avec le Tibet chinois, la région est particulièrement surveillée. Des laissez-passer spéciaux sont nécessaires pour pénétrer dans ces régions reculées du pays. Les policiers, aux petits postes de frontière,
sont souvent les uniques êtres humains à des centaines de kilomètres à la ronde. Les pistes sont isolées et dangereuses. Seuls des guides expérimentés permettent d'accéder à des sites grandioses, perdus au milieu de ces montagnes. Elles abritent dans la tradition indienne la maison des dieux. La progression est difficile, mais le jeu en vaut la chandelle. Le Ladakh recèle des trésors, des hauts lieux culturels et des paysages grandioses préservés. Une fois passés les premiers cols, les traces de vie humaine se raréfient. Sur ces vastes plateaux où l'oxygène commence à se faire rare, on ne trouve que quelques hameaux où les conditions de vie sont particulièrement difficiles. Le col Rotang a presque 4000 mètres d'altitude. Un couloir dans lequel s'engouffrent les dépressions météorologiques. La neige vient souvent s'abattre sur les sommets environnants et pour les habitants de la plaine, l'excursion est prisée. L'occasion pour beaucoup d'entre eux d'apercevoir pour la première fois les flocons immaculés. L'occasion aussi de profiter d'un spectacle toujours fascinant, le panorama alentour. Derrière le col commence la Kulu Valley, parfois surnommée la vallée des pommes. C'est une vallée fertile où les habitants cultivent du riz, des céréales et des fruits. Dans cet îlot de vie se niche le palais du roi de Nagar, une construction en bois qui a déjà plus de 500 ans. Récemment, quelques chambres d'hôtel ont également fait leur apparition. Les habitants de la vallée vivent une vie frugale où tout ce qui fait leur environnement est mis à contribution pour améliorer le quotidien. Ils profitent de la moindre astuce, même des camions qui circulent sur la route. Leur passage permet de broyer le froment. À 5000 mètres d'altitude, le Ladakh vit au rythme de l'Himalaya, des montagnes nées sous l'énorme pression des plaques continentales. À l'échelle du temps géologique, elles sont sorties du sol presque à la vitesse de la lumière. Les plus hautes montagnes du monde sont aussi les plus jeunes et loin d'être encore arrivées à maturité. Le Ladakh est le monde des monastères et du bouddhisme, le pays des sources du fleuve Indus, des cols infranchissables, le pays de la neige, de la lumière. Ici, dans ce Tibet de l'Ouest, on peut encore prier librement. Cet attachement au bouddhisme, pratiqué par moins d'1% des Indiens, est d'ailleurs une autre des spécificités de la région. Dans le monastère Ki, le signal du réveil appelle les moines à la prière. À 4200 mètres d'altitude, le lama Shulim Shering démarre tranquillement une autre journée. Cet homme a presque passé la moitié de sa vie dans ce monastère. À l'âge de 6 ans, ses parents l'ont envoyé ici. Il a appris de ses maîtres et aujourd'hui, c'est lui qui enseigne la philosophie du bouddhisme. Tous les novices l'attendent impatiemment, car l'arrivée au petit matin de Shulim est synonyme de l'ouverture des portes du temple, des prières du matin et enfin du petit déjeuner. Ces jeunes bouddhistes viennent de la haute vallée de Khasa et de la grande vallée de Spiti. La communauté religieuse prend en charge les orphelins, mais aussi les fils des familles les plus pauvres. Au menu chaque jour, du thé au beurre avec du lait de yak légèrement rance. Pas de quoi faire bombance. Aux côtés d'une centaine de novices, 40 moines vivent également dans le monastère Ki. Ils font de l'isolement un instrument de méditation. Les enfants arrivent chez nous à l'âge de 5-6 ans. Ils se sentent très bien ici parce qu'ils sont entourés d'enfants du même âge. En général, ils n'ont aucune envie de retourner chez eux. Ils apprécient énormément la vie monastique. Le monastère Ki est le plus ancien et le plus grand de la vallée de Spiti. C'est un dédale de couloirs et de salles où l'on se perdrait sans guide. Dans l'une de ces pièces, le lama devient professeur. Il enseigne l'histoire et les grands principes du bouddhisme. Pendant la leçon, les jeunes garçons ne font que prier. Ils murmurent et chantent les mantras
textes sacrés inscrits sur leur table de prière. En cas de besoin, Shulim Shering aide les plus jeunes à lire. Après 2 ans d'enseignement, les jeunes élèves atteindront le statut de novice. Poursuivant leurs études, ils pourront à partir de 20 ans, à leur tour, devenir lama. Mais comme dans toutes les écoles, le moment le plus attendu des élèves est celui de la pause. Ingénieux, ils retrouvent d'autres plaisirs de leur âge. Un simple sac ficelé et bien serré leur sert de ballon de football. Des plaisirs qui ne sont pas de tout repos à 4000 mètres d'altitude. L'après-midi, Shulim et 3 autres lamas se mettent en route pour les régions en amont du monastère. Ils partent rendre visite aux habitants des plus hauts villages de ce côté-ci de l'Himalaya. Leur longue marche n'offre aux lamas que l'occasion de peu de rencontres. Sur la route, juste quelques hameaux de bergers. Cette maison a été construite en l'honneur du Dalai Lama. Il a dormi sous une tente pendant 3 jours à cet endroit. Après son départ, les habitants ont travaillé ensemble pour lui construire une maison. C'était il y a 1 an. Maintenant, ils espèrent que le Dalai Lama reviendra par ici, ne serait-ce que pour un jour. La marche des lamas les conduit à près de 4600 mètres d'altitude, à Guété. À proximité du village, un zomo, un croisement de yak et de vache, est attaché pour paître. Une fois par an, les lamas rendent visite à tous les petits villages comme celui-ci. Leur arrivée est une animation bienvenue dans ces lieux reculés. Les lamas organisent d'abord un puja, un rituel de prière. Ils dessinent un mandala, ce diagramme magique et éphémère qui symbolise une divinité ou le cosmos. La concentration nécessaire à sa réalisation contribue à la méditation. Achevé, il participera sans doute à la guérison de la maîtresse de maison, Bhuti Dolma. Elle souffre de douleurs dans le bras. Pendant qu'un des lamas rassemble un peu de bois de chauffage, nécessaire à la seconde partie du puja, le Shulim Shering revêt son costume sacerdotal qu'il a emporté dans la montagne. Shulim brûle alors des huiles, des céréales, du bois et des herbes, et la fumée se répand au son des mantras, des prières et incantations que formulent les autres lamas. Pour être efficaces, les mantras doivent être répétés inlassablement. Et Bhuti Dolma attend impatiemment de savoir si le puja soulagera enfin ses douleurs. Le puja terminé, il est l'heure de passer en cuisine. Un repas de remerciement attend les moines pour leur intervention. Pour les lamas, il est bientôt temps de prendre congé. Le voyage de retour s'annonce tout aussi difficile que celui de l'aller. Une expédition propre à couper le souffle. Leur chemin croisera sans doute celui des gadis, des nomades des montagnes. Ils vivent à proximité du lac de Chandler-Tahal, à 4300 mètres d'altitude. Le lac est encadré par les 6000 sommets de la chaîne de Chandrabhaga. Certains le surnomment le lac de la Lune, d'autres le lac d'Argent. Malgré l'altitude, la terre reste fertile et les gadis viennent chaque année en été s'y établir pendant plusieurs semaines pour faire paître leurs troupeaux. Les gadis sont des bergers nomades qui emmènent moutons et chèvres paître là où l'herbe daigne pousser. Cette année, Hari Singh a encore fait le voyage. Nous ne pouvons pas emmener les femmes. Nos enfants doivent aller à l'école et quelqu'un doit s'occuper de la maison, des buffles et des autres animaux domestiques. En plus,
La route est très fatigante et escarpée. Nous devons laisser nos familles. Je suis seulement 2 mois par an à la maison. Les 10 mois restants, je vadrouille dans l'Himalaya. Je viens d'un village dans la Kangra Valley et je suis arrivé ici par la vallée de Kulu Manali, le col du Rotang et Chatrou. Avant le coucher du soleil, Hari rassemble ses bakris et ses bédous, ses moutons et ses chèvres habitués à vivre dans ces montagnes. J'ai 30 ans. Je reste chaque année pendant 2 mois au lac de Chandertal pour faire paître mes moutons. Quand l'hiver arrive, je repars. Un agneau bêle et tout le troupeau réagit. Hari traite la mer le soir même. Les hôtes attendront jusqu'au matin. Un bon gobelet de lait frais marque toujours la fin d'une journée de travail au lac Chandertal. Mais aujourd'hui, après 3 semaines de solitude, Gadi Hari Singh reçoit la visite de parents venus lui apporter du ravitaillement. Autour du feu, Hari Singh écoute les dernières nouvelles de la vie de l'autre côté des montagnes. Elles ne sont plus vraiment fraîches, mais elles suffiront bien. L'important, c'est qu'il y ait du thé et du lait de chèvre frais. Mais dans ces montagnes où la nature reste souvent inviolée, on peut aussi faire des rencontres encore plus surprenantes. Rajiv Sharma a laissé la jungle derrière lui. Il a quitté il y a quelques jours la vallée pour entreprendre l'ascension d'un chemin escarpé. 2 fois par an, il vient en effet passer quelques semaines à Malana pour aider à la récolte. À son arrivée, Rajiv est loin d'être considéré comme un étranger. Bien au contraire, les jeunes de Malana viennent se précipiter à sa rencontre. Ils savent qu'il apporte des nouvelles et qu'il a toujours un petit cadeau pour eux. Ils ont même un surnom affectueux pour lui, Prince, en raison de ses goûts musicaux. Si Rajiv Sharma a encore fait le voyage, c'est pour participer à la récolte d'un produit de l'agriculture des montagnes un peu particulier, le chanvre indien ou hashish. Ici, l'herbe pousse toute seule et la nouvelle récolte s'annonce prometteuse. Prince et ses camarades frottent leurs mains sur les bourgeons remplis de résine. À force, ceux qui restent accrochés dans leurs paumes forment petit à petit une boule. La récolte prend de la consistance et Prince est satisfait. C'est de la crème de Malana. Mais le hashish n'explique pas pourquoi des hommes sont venus s'isoler si loin dans ces montagnes. Les légendes de la région racontent que la petite ville de Malana aurait été fondée par les déserteurs de l'armée d'Alexandre le Grand il y a bien des siècles. Et ces hommes seraient leurs descendants. Les gens qui ont vu ces dessins disent que les motifs ressemblent aux motifs grecs, des éléphants, des chevaux, etc., etc. Cependant, il n'est pas certain qu'ils soient d'origine grecque. C'est une très vieille histoire, et c'est un très vieux temple. Le temple, le Jamlu, est dédié à la plus haute divinité de Malana, Jamdangni Rishi. C'est l'édifice le plus important de la ville. Le prêtre supérieur, Bouyaram, en protège les secrets
Et Mazie Devi, la chef du village, est toujours à ses côtés. On n'a pas le droit de toucher à ces pierres. Chacune correspond à un dieu différent. Ce sont des objets sacrés. Et les étrangers appartiennent à une sous-caste. Ils ne peuvent strictement rien toucher. Cet endroit a 100 000 ans. Notre activité principale, c'est l'agriculture. Nous subvenons à nos besoins et partageons tout. Je suis l'homme le plus puissant du village. Je suis le pujari, le prêtre. Je veille à ce que, à part moi, personne n'entre dans ce temple. Nous ne faisons pas de commerce avec les gens de Kulutal. Nous ne sommes pas non plus soumis à la législation indienne. Nous avons notre propre système juridique. Et ça fonctionne bien. Définitivement, les habitants de Malana ne ressemblent pas à leurs voisins d'Inde du Nord. Mais ils mènent une existence paisible et finalement, peu importe leur apparence, peu importe s'ils ont d'autres traits. Il reste qu'il y a près de 2300 ans, au cours de son épopée à travers la moitié du monde, Alexandre le Grand est passé par l'Himachal Pradesh. Alors pourquoi ne pas croire que certains de ces soldats, fatigués de se battre, ont pu prendre la poudre d'escampette? Peut-être certains se sont cachés dans ces montagnes, ont fini par fonder une famille et se sont assurés une descendance à des milliers de kilomètres du Péloponnèse. L'histoire est belle, plausible. Alors laissons encore le rêve courir. Entre Manala et Leh, la route est spectaculaire. Autrefois fréquentée par les caravanes, elle accueille aujourd'hui d'autres chevaux plus mécaniques. Au départ de Kasa, dans la vallée de Spiti, une troupe de motards nostalgiques s'élance sur des Royal Enfields. En Inde, il est important de rouler en moto à un rythme complètement différent, de découvrir la lenteur en roulant à moto. Nous utilisons ce moyen de transport pour découvrir le pays, les paysages, pour être au plus proche des gens, pas retranchés dans un bus à air conditionné, mais vraiment au milieu d'eux. Nous nous arrêtons là où c'est le plus accueillant. Comme dans un petit village bouddhiste, Kiber. Ici, on retrouve les symboles les plus importants du bouddhisme tibétain. Là, les deux poissons qui jouent ensemble, les fleurs de lotus, les nœuds infinis et la roue de la vie. C'est vraiment bien fait. Vous voyez comme l'air est rare en altitude? Kiber est à 4500 mètres d'altitude. Et c'est d'après ses habitants l'endroit le plus élevé qui puisse être atteint par la route, ou plutôt par la piste. Et pourtant, les motards ont décidé de continuer à grimper. Ils ont fait pour cela quelques modifications sur leurs engins. Nous nous sommes souvent demandé comment on pourrait adapter cette moto spécialement pour rouler en haute montagne. Il y a 2 ans, après avoir bourlingué dans le coin pendant 10 ans sur cet engin, je me suis fait plaisir. J'ai rapporté d'Europe une fourche de crosse et quelques pièces détachées pour les installer sur une Enfield. Le résultat est vraiment plaisant. Et depuis que ces randonnées existent, ces Royal Enfields ont fait leurs preuves sur les pistes de haute montagne. Du sport, de l'aventure, du charme et de la nostalgie. Depuis les années 60, ces classiques anglaises ne sont plus construites qu'en Inde. Et cette raison suffit déjà à convaincre de nombreux fans de faire le voyage. La balade à coup sûr vaut le détour. Les cimes enneigées de l'immense Shilla annoncent le prochain grand moment du périple. À 4580 mètres d'altitude, ce monastère est le plus haut de l'Himalaya indien. Il a été construit il y a près de 1000 ans et il est de nouveau habité depuis quelques années. Auparavant, le monastère était trop isolé, même pour les plus grands ermites. Mais aujourd'hui, la piste offre la possibilité de rejoindre les portes de cette vie monastique en toute simplicité. L'ascension continue. Une montée grisante jusqu'aux limites de l'oxygène. Les sommets du Sibi Range culminent à plus de 6000 mètres d'altitude. Le panorama spectaculaire est le clou de la randonnée motorisée. Sur le parcours, le plus haut col à franchir est le Kunzumla. C'est là que la rivière Spiti prend sa source. Habituellement, la tempête et le vent font rage à cette altitude.
et les drapeaux de prière sont fouettés par la pluie. Mais aujourd'hui, la chance est au rendez-vous, le soleil brille. C'est rare, le panorama est somptueux. Les voyageurs qui passent d'ordinaire par ce col sont le plus souvent des marchands ou des bergers avec leurs troupeaux de chèvres, de yaks et de moutons. Pour attirer la bienveillance des dieux sur leur voyage difficile et dangereux, ils plantent ces drapeaux de prière. Quand le crépuscule approche, le bonheur pour ces bikers se résume à peu de choses. Chevaucher leur Royal Enfields, direction le soleil couchant. J'aime être sur une moto, surtout quand ça va vite. C'est super de voir tous ces animaux, les chiens, les chèvres, les moutons et les yaks. Je collectionne les fleurs et je les colle dans ce cahier. J'aimerais que ces vacances durent 1 million d'années. Sur ce terrain plat et bien dégagé, les motards dressent le campement pour la nuit. Une vie de nomade, une liberté chère aux motards. Avant de rejoindre le calme de leur sac de couchage pour un repos bien mérité, ils boivent encore une dernière bière à la lueur du feu de camp. S'ils n'étaient pas tous fans de ces vieilles motos avant le départ, ils le sont devenus en cours de route. Cap maintenant sur Leh, la capitale du Ladakh, à 3600 mètres d'altitude. Dans les rues escarpées et animées de la ville, les échoppes proposent toutes sortes de spécialités. Les momos, par exemple, des petits pâtés fourrés à la viande de mouton ou aux légumes. Un régal que tout visiteur doit s'empresser de goûter. À Leh, le polo, l'un des plus vieux sports du monde, est pratiqué par l'ensemble de la population. Tout le monde a un cheval et une crosse est vite sculptée. Autrefois, le polo était même pratiqué dans les rues de la ville, ce qui n'était pas sans provoquer certains désagréments chez les commerçants. Mais aujourd'hui, l'aménagement d'un vrai terrain a résolu le problème. Le palais des anciens rois tibétains est le principal monument de Leh, un bâtiment où les symboles du bouddhisme côtoient les vieilles croyances populaires. Les sculptures et les masques sont là pour maîtriser les forces bénéfiques et maléfiques qui orientent les destinées du monde. Les lamas sont les gardiens de ce savoir. Les moulins à prière adressent jour et nuit leurs suppliques aux dieux. Mais au-delà de ces considérations intellectuelles et mystiques, les moines n'en oublient pas moins de se préoccuper de choses plus terrestres. Dans le monastère, leurs travaux quotidiens leur permettent aussi de subvenir en grande partie eux-mêmes à leurs besoins. Certains sont boulangers, d'autres artisans ou encore artistes peintres.
Si le monastère est une retraite du monde, les moines ne vivent pas totalement coupés de celui-ci. Ils jouent par exemple un rôle dans la vie quotidienne des villageois qui les entourent. Ce sont les lamas qui assument, par exemple, des tâches administratives ou juridiques. Ils répartissent les pâturages, contrôlent la distribution de l'eau. Une relation séculaire entre le profane et le sacré, indispensable à la survie dans ces contrées difficiles. En revanche, à l'intérieur du monastère, les pratiques religieuses sont prépondérantes. Pour encourager leurs aspirations à atteindre la sagesse du Bouddha, la vie des moines est réglée par une multitude de règles et de lois. Ainsi, l'ordre dans lequel ils s'asseyent pendant les heures nombreuses consacrées à la prière est précisément fixé. Les moines étudient la religion pendant plus de 20 ans, quand ce n'est pas pendant toute leur vie. Un travail avec un objectif ultime, celui d'être en harmonie avec tous, comme a su l'être le Bouddha. La tâche n'est pas aisée, car la philosophie bouddhiste commence avec un grand précepte, plutôt réservé aux érudits. C'est l'acceptation du vide parfait de toutes les choses. Et c'est cette acceptation qui permet de rendre tout et tous égaux. Dans ce cadre, l'homme peut alors envisager la conscience individuelle comme part d'une entité collective. À méditer. Mais redescendons sur terre, sur la route, celle qui conduit dans le Nubratal, de l'autre côté du Ladakh. Elle a pour nom le Kardongla. Cheminant au milieu de sommets à plus de 7000 mètres, elle est surnommée par les habitants l'autoroute de l'Himalaya. La frontière avec le Nubratal, autrefois zone militaire interdite, passe par ce col à quelques 5400 mètres d'altitude. Autrefois, les nomades mettaient près de 3 jours pour rallier l'Lé depuis Nubratal. Mais aujourd'hui, motorisé, le trajet est beaucoup plus court, à condition bien entendu que le véhicule encaisse l'altitude. Les pannes sont fréquentes. Pour pallier à cet inconvénient, Karen et Eric se sont essayés au franchissement du col en bicyclette. Une aventure qui a failli échouer, car ces courageux, mais aussi inconscients, ont manqué de souffle au sens propre du terme. Heureusement, la tente à oxygène du camp militaire voisin est arrivée à temps. Outre la raréfaction de l'air à plus de 5000 mètres, la météo peut aussi devenir un problème, surtout quand il commence à neiger au milieu de l'été. Rien d'inhabituel ici, mais les chauffeurs de camions ont bien des difficultés. Rares sont ceux qui sont équipés de pneus neige. Plantés là, il ne leur reste que l'huile de coude pour tenter de se sortir de ce mauvais pas. Après leurs efforts, ils pourront toujours se remettre de leurs émotions chez Mingzhou. Pour lui, plus le temps est mauvais, meilleures sont les affaires. Une soupe de nouilles brûlantes attend toujours les voyageurs transis dans son restaurant de montagne. Dans cette auberge, les chauffeurs peuvent patienter au chaud en attendant que la tempête se calme. Ils reprendront leur route un peu plus tard et il fait souvent nuit lorsqu'on atteint enfin le Kardongla. « 3000 mètres plus bas, dans le Nubratal, Sumur est un petit village avec seulement une poignée d'habitants. Une fois par an, le 15 du mois de Shiba, on y célèbre l'anniversaire de Bouddha, un événement dans le calendrier bouddhiste. Les fidèles changent les drapeaux de prière sur tous les poteaux. Pemba,
habite ici. Comme tous les habitants, elle commence déjà au milieu de l'été à constituer des réserves pour l'hiver. Profitant du peu de jours que compte la saison chaude dans cette région, elle met à sécher sur des étagères en plein air des racines et des tubercules qu'elle récolte dans son jardin. Elles seront les bienvenues lors des grands froids. Même les jours de fête, cette occupation reste prioritaire. Toute la famille participe à la tâche. Anjuk, l'oncle de Pemba, s'active lui aussi. Anjuk a plus de 70 ans, ou plutôt 6 douzaines d'années, car ici, on compte par douzaines. Lui aussi participe aux travaux agricoles. Comme Pemba, Anjuk a vécu toute sa vie à Sumur. Son grand-père était nomade, mais comme beaucoup des habitants de ces montagnes, il a un jour construit une étable. Il a croisé ses yaks avec des bœufs et il s'est sédentarisé. Une vie plus confortable, mais qui n'en est pas moins difficile. Et à son âge, Anjuk a chaque jour hâte de rentrer chez lui. Sur le pas de la porte, il n'oublie pas de brûler un peu d'encens pour plaire aux dieux. La cuisine est toujours le centre du foyer. Et là, tout tourne autour de la boisson traditionnelle, le thé au beurre. Du thé noir et salé, mélangé avec du beurre de yak. Une recette que chaque femme prépare à sa manière. Pour nos palais occidentaux, ce thé évoque plutôt un bouillon gras. Ici, il est incontournable. Il se boit à chaque occasion en famille, pendant les heures de prière ou simplement quand la voisine vient faire un saut. Il suffit d'une tasse de thé pour que la bonne humeur s'installe. Un repas sans sel, c'est comme le travail sans jeu, dit un proverbe ladakien. Jurgensring est préoccupé. Sa tension est trop élevée et son médecin lui a conseillé de boire moins de thé au beurre. Impensable. Et puis, à quoi bon? D'ailleurs, il se soucie peu de sa santé, car de toute manière, son nom signifie « longue vie ». Et puis les dieux seront toujours là pour subvenir au reste. D'ailleurs, sur ce toit du monde, les habitants n'ont-ils pas au moins une chance que tout le monde leur envie? Ils vivent là où la légende place l'appartement des dieux.